Les décors minimalistes au premier temps des gestes esthétiques sont devenus colossaux. C'est d'ailleurs le mot qu'emploie Péladan pour présenter sa tragédie en retenant ses détails pittoresques quand il retranscrit ses impressions de dramaturge metteur en scène. C'est le triomphe. La décoration placée sur l'un des côtés avait 19 mètres de hauteur. L'effet était colossal. On reconnaît de chaque côté de la scène les taureaux androcéphales ailés, gardiens de porte, qu'affectionnait Péladan et que Séon avait dessinés quelques années plus tôt sur les divers papiers et affiches de la Rose-Croix, et qui en étaient l'estampille. Le caractère poétique du théâtre idéaliste, à la différence du théâtre de plein air, représenté surtout dans de petites salles, comme le théâtre de la Rose-Croix, requiert une mise en scène spécifique, des décors avec des lignes épurées, toiles de fond de préférence, et une diction toute particulière, souvent désignée par le terme de mélopée. C'est ce que recommande Pierre Vallin, critique dramatique, adjuvant du théâtre idéaliste en juin 1892, quelques semaines après la création du Fils des Étoiles, quand il conseille à Péladan de prendre exemple sur la mise en scène du drame ésotérique d'Henri Mazel, intitulé Le Nazaréen, pour qui Séon vient de réaliser les décors, et Satie de composer 2 préludes, cette fois-ci pour piano. Je le cite. Eut lieu aux soirées de la Rose-Croix la première du Fils des Étoiles, œuvre remarquable en soi et en ce qu'elle a de rapport avec cet art nouveau, pressenti par les uns, réalisé par d'autres. Le théâtre idéaliste de déclamation. D'heureuses tentatives avaient été faites, mais une expérience concluante manquait. Monsieur Péladan nous l'a faite. Un art théâtral inédit exige un mode inouï de dire comme une nouvelle décoration. Pour cela, et comme le comprit Séon, lorsqu'il indiqua les décors et les costumes du Nazaréen, une toile de fond arabesquée et nuancée concordamment au sentiment dominant de l'acte. Dès la deuxième geste, Péladan fit appel à 2 jeunes comédiennes, Marthe Mello en 1893 et Louise Lara en 1894, qui allaient se révéler essentielles pour la promotion du théâtre idéaliste, en adoptant une déclamation propre à ce genre de pièce. Marthe Mello s'illustre très vite comme une des principales actrices de ce théâtre, concurrente de Georgette Camé au Théâtre d'Art, par exemple, et Louise Lara, qui jouait à ses débuts pour ses théâtres d'à côté, avant de devenir sociétaire de la Comédie Française, fondera en 1919, avec son mari, le Théâtre Art et Action, qui devait assurer la promotion des pièces modernes. Si contre, on voit Marthe Mello au premier plan d'une affiche réalisée par Toulouse-Lautrec pour le programme de la Gitane de Jean Richepin, représenté au Théâtre Antoine en janvier 1900. Christophe Beaufils rapporte l'anecdote selon laquelle Péladan et Larmandi désiraient que l'actrice jouât un acte entier nu sur scène lors du 2e salon. La comédienne refusa fermement. Cette audace aurait sans doute contribué à accroître le succès, comme ce fut le cas quelques années plus tard pour d'autres réalisations. Le comédien Émile Raymond, qui incarnait Maître Janus dans la première d'Axel à la Gaîté en février 1894, véritable événement littéraire pour les jeunes symbolistes qui voient en Auguste Villiers de l'Isle-Adam un des plus grands maîtres, contribuera au succès de Babylone 3 mois plus tard, en mai 1894, au Théâtre de l'Ambigu et au Théâtre Royal du Parc, en incarnant l'Archimage. Le théâtre idéaliste, avec cette écriture poétique, toute drapée pour la diction et sa scène particulière où s'articulent les différents arts, donne l'impulsion à une nouvelle forme où l'expression singulière trouve écho dans la fraternité, une exaltation artistique au service d'un idéal esthétique. Nous conclurons sur ce mot lancé par Larmandi au sortir de la représentation du Fils des Étoiles, qui résume bien l'ampleur de cette entreprise de la Rose-Croix. Les artistes sincères pouvaient penser et dire « Un grand vent de rénovation vient de souffler, un art inconnu nous est né ».